Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver en ce lundi 5 août pour une nouvelle édition du 19h dont voici le sommaire. Nous serons avec l'un des héros des Jeux Olympiques de Paris. Il a décroché une médaille d'or avec l'équipe de France de rugby à 7. Le natif de Monaco, Antoine Zegdar, sera notre invité et nous révélera comment il a vécu le tourbillon qui a suivi la victoire de son équipe en finale du tournoi olympique. Les Jeux qui sont entrés dans leur deuxième et dernière semaine, Paris 2024 aura marqué les esprits à plus d'un titre et va rendre collector tous les goodies qui se vendent ou s'échangent en marge des compétitions. Nous verrons avec nos envoyés spéciaux à Paris comment les pins notamment s'arrachent. Un nouvel opus, l'avant-dernier d'une très belle série. La saison estivale des concerts au Palais Princier se poursuit et nous reviendrons sur le concert de ce dimanche soir. Nous verrons aussi qu'à un peu plus d'un mois de la rentrée scolaire à Monaco, certaines familles sont déjà concentrées sur les achats de fournitures et les rayons sont bien pleins. Mais tout de suite donc, pour débuter ce journal, nous sommes avec l'un des visages qui auront marqué les Jeux Olympiques de Paris 2024. Natif de Monaco, il a contribué aux grandes heures du rugby à 7 français en remportant avec son équipe la médaille d'or des JO. Bonsoir Antoine Zegdar. Bonsoir. Cela fait maintenant un peu plus d'une semaine que vous êtes devenu, avec l'équipe de France de rugby à 7, champion olympique. Comment se sont passés ces derniers jours? Il y a eu beaucoup de sollicitations, vous avez eu le temps tout de même de réaliser au calme? Alors ouais, effectivement, il y a eu beaucoup de sollicitations. Après, surtout les deux jours suivant le sacre. Après, je vais pas vous mentir, j'ai mis le téléphone un peu en mode avion et on est tous partis à Ibiza fêter ça. Donc voilà, là, je reprends un peu du service. On a coutume de dire qu'être champion olympique, cela va au-delà de tout. Vous l'avez ressenti comme cela vous aussi, alors tout en précisant que vous avez déjà été champion du monde avec les moins de 20 ans, là c'était en rugby à 15, et finaliste du championnat de France de rugby avec Castres. Mais les Jeux Olympiques, c'est autre chose, une médaille d'or? Ouais, je pense que c'est vraiment quelque chose d'autre. C'est quelque chose que je n'avais jamais vécu auparavant. Et franchement, on a tellement bossé dur pour avoir cette médaille. On y pensait tellement que l'avoir, c'est vraiment une consécration et un bonheur ultime. Et voilà, maintenant, ben, j'ai cette belle médaille autour du cou que je vais garder précieusement. Et c'est vrai que c'est une fierté maintenant de pouvoir dire que ben, je suis champion olympique. Et puis il y a peut-être eu aussi l'effet Paris 2024. Vous n'avez pas été sacré n'importe où, hein. C'était chez vous, en France, avec votre famille, vos amis à vos côtés. Vous les avez tous fait pleurer de joie, je crois. Ouais, c'est ça. C'était assez spécial de voir tous les membres de ma famille les larmes aux yeux. Et ouais, le fait que ce soit à Paris, on a vraiment eu de la chance de tomber dans cette période parce que ça arrive une fois tous les 100 ans. Donc voilà, en plus ça nous a, je pense, beaucoup aidé avec tout le stade qui était en feu, les 70 000 personnes qui cessaient de nous donner de la force pendant les matchs. Je pense que ça nous a apporté énormément et que ça a joué dans notre titre de champion olympique. Vous venez de nous le dire, vous avez prolongé ce moment à Ibiza tous ensemble. Quand on vit une telle aventure avec un groupe, parce qu'il y a eu aussi une montée en puissance au cours des derniers mois, ce n'est pas un peu difficile de se quitter, de repartir tous vers de nouveaux défis? Oui, c'est un peu particulier. Après, maintenant, chacun a sa vie, a sa carrière et chacun va partir dans des horizons différents. Mais je pense que ce qu'on a fait tous ensemble, ça va nous lier à vie. Mais maintenant, on est champion olympique tous ensemble et voilà, je pense que c'est quelque chose d'exceptionnel qui nous liera pendant toute notre vie. Alors Antoine Dupont l'a dit, lui, l'aventure rugby à 7 s'achève, il retourne vers le rugby à 15. Mais pour vous, Antoine, qui avait toujours eu un peu un pied dans les deux disciplines, comment se présente-t-il l'avenir? Alors pour le moment, j'ai plutôt profité du titre sans vraiment penser à ce qui allait se passer l'année prochaine, mais j'espère que j'aurai l'opportunité de continuer un peu à faire du rugby à 7 puisque c'est une discipline qui me plaît énormément. Euh, Après, du coup là, je suis un peu en discussion avec tout le monde pour voir comment ça va se passer. Mais quand on a gagné l'or olympique, à quoi peut-on encore rêver? Est-ce que vous avez en tête un club mythique que vous souhaiteriez rejoindre? Alors là, je parle en rugby à 15, ou un nouveau défi, peut-être comme les prochains JO à Los Angeles, ou c'est trop loin?
Je sais pas trop, ça c'est vraiment plus dans le long terme, mais je pense que le fait de gagner un titre de champion olympique, ça donne le goût de l'or et ça donne envie de gagner d'autres titres et de se dépasser encore plus. Antoine, vous êtes né à Monaco et vous avez débuté le rugby à Monaco. On sait qu'il y a une dynamique vraiment importante depuis ces dernières années en principauté pour développer ce sport. Vous aimeriez pouvoir y prendre une grande part. Alors, on vous a déjà souvent vu bord de terrain. Oui, bien sûr, pour moi c'est très important que le rugby se développe à Monaco et je trouve ça génial d'ailleurs. Après, pour le moment, c'est pas dans mes plans de revenir jouer à Monaco, mais j'espère qu'un jour j'aurai la chance de reporter ces belles couleurs. Et puis on parle d'avenir, on est très fiers à Monaco Info de rappeler que vous avez été notre consultant à plusieurs reprises aux côtés de Frédéric Elion lors notamment du tournoi de qualification olympique, rugby à 7. C'est un exercice qui vous a plu? Ouais, bien sûr, c'était super sympa et franchement on s'est régalé. C'était la première fois pour moi que je commentais un match ou un tournoi de rugby, mais c'était vraiment un exercice que j'ai aimé. Donc, bah, écoutez, si vous, s'il y a d'autres tournois de rugby et que vous voulez m'inviter à commenter d'autres tournois, ça serait avec grand plaisir. Oui, puis vous l'avez fait très bien, donc ce sera peut-être aussi une Merci beaucoup. reconversion, mais un peu plus tard. En tout cas, vous serez toujours le bienvenu sur notre antenne, Antoine. Et pour Danse avec les stars, vous êtes en négociation ou pas? Parce qu'on l'a vu, vous êtes l'un des meilleurs danseurs du groupe olympique de rugby à 7 dans cette petite Corée qui a fait le tour des réseaux sociaux. Pour l'instant, j'ai pas prévu encore. J'attends peut-être le rappel de Danse avec les stars, mais pour l'instant, c'est pas prévu. Mais ouais, c'est vrai que cette petite danse, elle a beaucoup fait parler. En vrai, c'est quelque chose qu'on a fait pendant tout au long de l'année et qui nous permettait d'être dans la coordination, dans le changement de rythme. Et voilà, après, à la fin du tournoi, on s'est dit, on va le sortir, ça va faire plaisir à tout le monde, je pense. Et depuis, du coup, tout le monde nous demande de la faire. On l'a fait un peu aux quatre coins de la France, même à des moments où on s'y attendait pas. À Et Ibiza, par exemple, dans un club France en ébullition. Donc Danse avec les stars dans un club peut-être. France aussi. Ce qui est sûr, c'est certainement une poursuite de carrière extraordinaire. Mais on l'a compris, donc vous êtes en négociation sur tous les fronts actuellement. Merci Antoine Zegdar, champion olympique de rugby à 7 avec l'équipe de France, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci à vous et bonne soirée. Et depuis le début de ces Jeux Olympiques de Paris 2024, nous vous relatons les résultats sportifs de la délégation monégasque. Ce soir, Émilie Rousseau et Hugo Comasa vous emmènent en dehors des sites de compétition à la découverte d'une tradition qui en deviendrait presque même une discipline à part entière. C'est celle de l'échange des pins à laquelle vous n'avez pas pu résister, Émilie Rousseau. Oui, et je dois même vous avouer que j'ai succombé à ce troc de pins olympiques depuis les Jeux de Rio en 2016. Mais cette tradition remonte à bien plus longtemps que cela et nous avons voulu percer son mystère avec Hugo Comasa. Il brille, s'affiche fièrement autour du cou, des plus communs aux plus rares. Les pins olympiques n'ont jamais perdu de leur splendeur, autrefois appelée épinglette. Ce petit bout de métal est plus qu'un accessoire. Il est vecteur de communication et crée un lien entre ceux qui les échangent. Pin trading is a way to meet people from all over the world. I've seen a lot of athletes that I've met from different countries, so it opens up the world. Communication. Et parfois, l'échange peut paraître improbable, voire mémorable. En 2021, à Tokyo, le monégasque Théo Druhen avait été approché par le tennisman Daniil Medvedev pour un pins de la principauté, car il y a forcément des emblèmes qui ont plus de valeur que d'autres. The people that are really good collectors, they look for NOC pins, they look for media pins, they may look for a pin with Paris on it, it has Paris 2024, and it could be from another country. They look for pins from the team pins. Some people just look for team pins. Si certains collectionneurs ont établi leur quartier aux abords du village olympique, d'autres se sont réunis officiellement au Parc des Nations à la Villette. On y retrouve des membres de l'Association française et internationale des collectionneurs olympiques, dont fait partie le monégasque Robert Pratt. Depuis 1992, il dessine les pins de la principauté et concevoir la maquette d'un objet si convoité est tout un art. Je suis resté un petit peu dans la même ligne
pour le pins principal de Monaco olympique, c'est-à-dire d'un côté le drapeau monégasque, de l'autre côté le drapeau olympique, et en bas, le croisé des drapeaux, un carré ou un rond ou un rectangle représentant en principe le logo des jeux, des différents jeux. Derrière chaque design se cache une histoire, une tradition, celle d'un comité national olympique qui finira épinglé sur le revers d'un t-shirt. Un souvenir de plus, matériel celui-ci, qui résistera à l'épreuve du temps. Voilà, pour certains donc, comme Antoine Zegdar, le souvenir impérissable, ce sera la médaille d'or, et pour d'autres donc, les pins collector. Plus sérieusement, et de retour à Monaco, la prise de fonction aujourd'hui du nouveau ministre de l'Intérieur. Lionel Beffre succède officiellement à Patrice Célario, qui aura passé 42 années au service de l'État monégasque. Le nouveau ministre de l'Intérieur était encore dernièrement directeur de cabinet du ministre chargé des Outre-mer et a auparavant été chef de cabinet du Premier ministre français, Dominique de Villepin, et notamment préfet dans le Lot-et-Garonne, en Eure-et-Loire, dans les Pyrénées-Atlantiques, ou bien encore en Isère et en Seine-et-Marne. La saison des concerts au Palais Princier touche à sa fin. Pour l'avant-dernier rendez-vous de cet été, c'est l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Kazuki Yamada qui s'est produit dans ce lieu hors du temps et avec un invité de marque, l'artiste en résidence Simon Trepczewski qui quittera bientôt la principauté. Le récit de José Sacré avec le concours de Serge Prémont et Louis Borgia. Dvorak, Smetana et Brahms étaient au programme du concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo dimanche 4 août dans la cour d'honneur du Palais Princier, un endroit magique auquel Kazuki Yamada, le directeur artistique et musical de la formation monégasque, est très sensible. This place had a special atmosphere, yes. Always, and I can feel the spirit when René III. Oui. They created this summer concerts, and then we can feel his spirit. Right. Yeah. So, and then of course he loves music, he loves culture so much, and he helped us, the orchestra, so much, and we can feel his spirit during this garden. Yeah. Yes. Soliste de ce concert, le pianiste macédonien Simon Trepczewski, il était cette année l'artiste en résidence avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. C'est un pianiste de grand talent, chaleureux, adoré du public. We chose him because he is of course fantastic, and not only the fantastic, musically fantastic, his character is so unique. Musical character and his own character, the personal character is also very unique, and we love him so much. And such a concerto tonight is a Brahms too. That's such a difficult, meaningful, very deep music, but he can do very, very well. Simon Trepczewski a interprété le concerto pour piano numéro 2 en si bémol majeur opus 83 de Brahms, un véritable monument du répertoire pour piano. Oui, c'est pas un concerto qui est joué très souvent, mais oui, le monument, on peut dire que c'est comme une biographie du compositeur, donc on a beaucoup des caractéristiques là, le choix des mélodies, l'orchestration, l'utilisation de piano contre l'orchestre et au contraire de l'orchestre contre le piano, donc c'est une symphonie vraiment avec le piano. Prochain concert dans la cour d'honneur du Palais Princier, jeudi 8 août avec en soliste le pianiste Mao Fujita.
Monaco est une terre de cirque. Il y a le festival international chaque mois de janvier et puis la principauté reçoit aussi de plus petites troupes. C'est le cas actuellement avec le cirque familial Piédon. Un deuxième chapiteau s'est ainsi monté juste à côté de celui de Fontvieille. En représentation du 1er au 7 juillet, Justin, Adèle et Tomadeus en ont profité pour leur rendre visite. Voici leur reportage. Il est 18 h. La foule s'amasse devant l'entrée du petit chapiteau. Pour certains, c'est une première, pour d'autres, une habitude. Quoi qu'il en soit, la venue de ce cirque en principauté est vue d'un bon œil. C'est familial, et puis on aime bien, ils sont rigolos, on aime, je sais pas, elle a eu un coup de cœur pour ce cirque depuis le début. J'aime rigoler quand je regarde le cirque, c'est ça. Pour les gosses déjà, même pour les grands, hein. C'est super. En plus, Piédon, on connaît bien, tous les ans on vient, donc voilà, une année de plus. En tout, 6 artistes arrivent à construire un spectacle d'1h30, et ce, en famille. Chacun apporte ses envies, chacun apporte ses idées, ses motivations, et puis on en discute tous ensemble. Et puis quand il y a une idée qui nous plaît un peu plus, on essaie de la travailler tous ensemble, et on la met en scène tous ensemble, justement au sein de notre cirque. C'est pas toujours évident, parce que comme dans toutes les familles, il y a des petites disputes parfois, ça arrive. Mais en fin de compte, c'est l'amour qui l'emporte, et généralement l'amour du public, et on a envie de donner une bonne énergie dans nos spectacles au public et faire ressentir qu'on s'aime tous très fort, quoi. Numéro d'équilibriste, apparition clownesque, cerceau et même dressage, il y a de quoi émerveiller petits et grands. Et encore plus avec de la magie. Il vous reste encore un mois pour profiter des vacances. Après cela, ce sera le retour à la réalité et pour les plus jeunes, le retour sur les bancs de l'école. Qui dit rentrée scolaire dit achat de fournitures. Comme chaque année à Monaco, les élèves s'organisent avec leur librairie pour être prêts en temps et en heure. Le reportage d'Alban Gingembre et Serge Prémont. Cahiers à grands ou à petits carreaux, manuels d'histoire géo. À un mois de la rentrée scolaire, il faut déjà penser aux fournitures. Je viens chercher mes livres scolaires. J'aime bien parce qu'au moins je peux chercher mes livres et je peux coller des étiquettes dessus. Dans cette librairie, plus de 2500 élèves viennent faire le plein pour la rentrée. L'enseigne est d'ailleurs fournisseur breveté de son Altesse Sérénissime. C'est agréable et puis en plus on connaît les gens depuis plusieurs années, donc bon, c'est de la clientèle qu'on connaît, donc voilà, c'est sympathique. On a 3 mois de marathon et pas de vacances, donc pour nous ça sera plus tard. Et si certains préfèrent garder la tête en vacances, d'autres voient la rentrée d'un très bon œil. Parce que moi je peux retrouver mes copains. Rassurez-vous, il vous reste encore quelques semaines avant de troquer la valise contre le cartable scolaire. Un dernier détour par les prévisions météo avant de refermer ce journal. À quoi peut-on s'attendre mardi, Christinda Thomel ? Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. Demain, toute la journée au programme des nuages et des instants ensoleillés. Les températures atteindront les 30 degrés. L'ensoleillement est élevé avec un indice UV de 7. L'usage de protection solaire est donc fortement conseillé. Demain, sinon, nous fêterons les Octaviens. Merci Christinda. Monaco Info, vous le savez, c'est aussi sur les réseaux sociaux et sur toutes les plateformes pour le podcast. En cet été, nous vous proposons de retrouver un best-of estival avec quelques-uns de nos invités de l'année écoulée. Et puis si vous restez en notre compagnie, vous pourrez également découvrir dans quelques instants un magazine de José Sacré qui nous emmènera dans les coulisses de la tournée de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo au Japon. C'était au printemps dernier. Et pour nous quitter, la série de photos de fin d'édition. Ces clichés signés Stéphane Dana reviennent sur un week-end riche entre concerts au Palais Princier, la reprise de la SMFC qui se poursuit avec des matchs amicaux de préparation, mais aussi du cirque avec la famille Piédon et une exposition consacrée à Aloula en Arabie Saoudite et à découvrir sur la promenade du Larvoto. À demain, 19 h sur Monaco Info. Passez une très belle soirée.